Ces quatre leviers, en fait, c'est vraiment les quatre leviers principaux qui vont avoir une influence plus ou moins directe en fait sur le ROS ou le CPA. Ok. Donc ici, si je passe à 30%, on voit par exemple le ROS qui est à 0,09. Ouais. Ici, il est à 0,12 et le CPA diminue directement à 325 euros. Donc ça Ouais, nous tu gagnes. indique que si on arrive à atteindre cette métrique, potentiellement, voici l'impact sur le compte qu'on aura directement ensuite. L'Excel, on peut vous le donner. On peut vous partager les accès à cet Excel-là et donc on le mettra dans les notes de l'épisode ou en dessous dans la description de la vidéo YouTube. Bon bah salut à tous, salut David, bienvenue dans le podcast à nouveau. Ça fait combien de temps que tu es plus venu? Ah bah déjà salut Danilo, et ça fait un petit moment que je suis plus venu dans le podcast. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu et qu'on a fait une vision ensemble, c'était pour la stratégie Black Friday. Et du coup, tu reviens sur le podcast parce que tu as quelque chose à nous partager. Tu as quelque chose à nous partager qui est vraiment intéressant, que tu as commencé à partager l'année dernière à une partie de l'équipe, puis à moi. C'est un calculateur, en gros, qui permet d'utiliser les bons indicateurs pour optimiser son ROS. Parce que je pense que le sujet principal quand on fait de la pub sur Meta, c'est comment optimiser son ROS. Et optimiser son ROS, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire. On peut modifier l'audience, on peut cibler d'autres audiences, on peut tester d'autres types de campagnes, on peut gérer les budgets différemment, on peut tester des créas, modifier des formats, mettre une nouvelle offre, travailler le site. Donc en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais on ne sait jamais trop dans quel ordre et par où commencer. Et ce que j'aime bien dans ce calculateur-là, c'est qu'il permet d'avoir une sorte de plan étape par étape pour avancer, avec évidemment toujours, en fonction de l'optimisation que tu choisis, une complexité. Donc c'est-à-dire que c'est pas la même chose de changer l'offre que de changer un paramétrage pour optimiser le CTR, par exemple. Et ce que j'aime bien dans le calculateur, c'est vraiment qu'il donne 4 grands leviers pour optimiser son ROS. Et je pense que ça serait bien peut-être d'expliquer globalement les 4 leviers et ensuite de le montrer à l'écran, le calculateur, et de voir comment ça fonctionne pour vraiment montrer en fait l'impact d'une optimisation sur un de ces leviers sur le ROS. Voilà pour cette petite intro. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'audience et pour clarifier? Oui, bah écoute, on a déjà dit beaucoup. Ces quatre leviers, en fait, c'est vraiment les quatre leviers principaux qui vont avoir une influence plus ou moins directe en fait sur le ROS ou le CPA. Donc il y a plein de leviers sur le business manager, mais ceux-ci, c'est ceux sur lesquels le média buyer va avoir une influence directe. Et donc généralement, pour faire ce genre d'analyse et pour voir l'impact de ces leviers, on conseille d'avoir une certaine agrégation de la data et donc de prendre une fenêtre de minimum un mois parce que c'est vraiment une optimisation, une analyse macro. Et donc c'est vraiment une analyse qu'on va mettre en place lorsque peu importe les audiences qu'on teste, pardon, les créas qu'on teste, les optimisations dans le business manager qu'on teste, que rien ne prend, et ben c'est là qu'on va essayer de prendre une certaine hauteur en regardant ces quatre leviers. Et donc, je peux commencer à les expliquer. J'allais juste dire, comme tu dis, c'est macro, donc c'est pas quelque chose que tu vas forcément faire tous les jours dans ton business manager ou sur une campagne. C'est plus au global, comme tu dis, quand tu regardes tout ce qui se passe sur ton compte. C'est ça. Mais comme j'ai dit, je conseille de prendre une fenêtre de minimum un mois. Donc au plus large, au mieux, parce qu'on aura plus de data. Ici, par exemple, dans l'exemple que je vous montre, c'est de la data sur 3 mois sur un client. Et comme ça, on va pouvoir voir du coup en changeant les quatre leviers, l'impact qu'ils pourront avoir et sur le ROS et sur le coût par achat du coup. Et donc, on va commencer par le premier levier. Premier levier qui est le CTR. Donc, c'est le rapport entre les personnes qui voient la publicité et les personnes qui cliquent. Donc, qui font un lien sortant sur la publicité. Donc, en gros, c'est combien de personnes cliquent sur ma publicité. Et donc, ici, c'est le premier levier, en fait. Et au niveau des benchmarks, on estime qu'un bon CTR se situe aux alentours de 1%. Si on a 1,5%, c'est très bien. À 2%, c'est excellent. Et donc, vous l'aurez compris, ceux qui nous écoutent, du coup, qu'un CTR en dessous de 1% peut potentiellement être problématique. Donc, toujours mettre en relation le CTR avec le CPA ou l'ROS, parce que c'est pas parce qu'on a un mauvais CTR que la conversion derrière est mauvaise et inversement. Donc, il faut toujours prendre en considération et le CTR et les métriques de conversion. Donc ça, c'est le premier levier. Le second levier, c'est le taux de drop. Donc c'est le rapport entre les personnes qui ont cliqué sur un lien et qui ont vu la page de destination. Donc, c'est combien de personnes quittent mon site avant que la landing page est chargée à 100%. Donc, ça ici, c'est le second levier qui se trouve ici. On estime que 25% de taux de drop, c'est très bien, 30% c'est bien et 35% c'est très bien. En dessous de 40%, on estime qu'il y a potentiellement un problème de vitesse de chargement du site ou potentiellement aussi
une trop grande restriction au niveau du bandeau de cookies, donc de l'acceptation des cookies. Le troisième point de levier va être le taux de conversion, donc CVR. Bon, pour expliquer la formule, c'est le rapport entre les personnes qui ont vu la page d'atterrissage et qui sont ensuite passées à la conversion, donc ici à l'achat par exemple. On estime qu'un taux de CTR de 2%, de conversion pardon, de 2%, c'est un beau taux de conversion. 3% très bien, 4% excellent, et qu'en dessous d'un taux de conversion de 2%, qui a potentiellement un problème d'offre ou un problème de taux de conversion. Et enfin, le dernier point de levier sur lequel un média buyer a de l'influence plus ou moins directe, c'est le panier moyen. Donc ici, généralement, le benchmark, on estime que le panier moyen de 50 euros, c'est un bon panier moyen pour faire de l'acquisition. 100 euros, c'est très bien. Au-dessus de 150, ça commence à être excellent. Et en fait, qu'en dessous de 50 euros, il va commencer à être difficile en fait de pouvoir remplir ses objectifs de coût, de marge et de dégager aussi un budget d'acquisition pour acquérir un premier client avec un budget de 50 euros. C'est pour ça qu'on estime qu'il faut un panier moyen au-dessus. Et donc, en jouant en fait avec ces 4 leviers, c'est là que le média buyer va pouvoir directement influer le coût par achat et le ROS. Ouais, là, on voit que le ROS est super bas parce que je pense qu'il y a quelqu'un, je sais pas qui, ou je sais pas si c'est fait exprès, qui a bougé au panier moyen. Parce que si on regarde bien, là, c'est un bon exercice. On voit que le panier moyen est à 40 et que le CPA est à 455. Donc évidemment, ça donne un ROS assez mauvais puisque ça nous coûte 450 euros pour aller chercher un achat et ça ne nous en rapporte que 40. Donc, Ici, c'est fait exprès pour l'exercice. ah, ok, d'accord. J'ai pris des métriques quand même extrêmes, comme ça on peut voir directement les impacts Ah, ok, sur d'accord. les ROS ou le CPA par exemple. Donc on va pouvoir jouer avec. Donc on voit Ouais. que toutes les métriques ici sont hors benchmark. Je vais peut-être passer à la métrique entre guillemets la plus simple à changer, qui est le taux de drop, taux de drop sur un site. Donc ici on voit que le taux de drop est au-dessus des 40% qu'on conseille. Généralement, un bon taux de drop, c'est en dessous de 30%. Donc ici, on va mettre par exemple 30% et on va normalement voir directement un impact plus ou moins important. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Si on voit que l'impact est très minime, on va se dire que ce ne sera pas le focus, enfin de se focaliser sur cette métrique. Par exemple, si on voit que l'impact est très important, ça indique qu'il est intéressant de se focaliser sur une des 4 métriques. Du coup. Ok. Donc ici, si je passe à 30%, on voit par exemple le ROS qui est à 0,09. Ouais. Ici, il est à 0,12 et le CPA diminue directement à 325 euros. Donc ça Ouais, nous indique que si on arrive à atteindre cette métrique, potentiellement, voici l'impact sur le compte qu'on aura directement ensuite. Quoi. Donc juste, entre guillemets, en augmentant la vitesse de son site, par exemple, si c'est ça le problème, on voit quand même que ça a un certain impact sur la performance du compte. Et en effet, diminuer de pratiquement de 100 euros de CPA, c'est pas non plus anodin. Donc on voit l'impact que ça peut avoir. Je me permets d'ajouter quelque chose sur le taux de drop qui, moi, je pense que j'avais vu la première fois la formule et les explications. Il y avait un truc qui n'était pas clair pour moi et je vais peut-être le reclarifier parce que je pense que c'est ça. C'est que le taux de drop, c'est à la fois la vitesse du site, etc. Si les personnes qui cliquent, ils arrivent effectivement sur la landing page. Donc, du coup, ça veut dire que la landing page doit se charger rapidement, pas trop lentement sur C'est mobile. ça. Mais tu as aussi l'impact du pixel. C'est-à-dire si tu n'as pas bien installé ton tracking, on a déjà beaucoup parlé sur le podcast, donc c'est-à-dire que si tu as un tracking juste navigateur, en fait, tu vas peut-être capter que la moitié des visites, même si elles ont effectivement lieu. Et du coup, ok, il y a des bonnes paires sur le site, et encore, tu n'es même pas certain, mais sur Meta, elles ont l'air mauvaises parce que tu as peut-être, allez, je sais pas, 20% des visites en moins que tu devrais avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Tout Et à fait. Et ouais. il y a aussi des sites qui travaillent sur l'attractivité de leur bannière cookie pour Ouais. justement inciter les gens à l'accepter. Donc ça aussi, c'est intéressant de travailler là-dessus, outre la vitesse de téléchargement du site. Donc Donc, il y a ces deux sujets-là, quoi. Vitesse de chargement du site, surtout sur mobile. Et après, comment faire en sorte que les gens acceptent plus facilement les cookies ou que vous ayez, pardon, que vous ayez un meilleur tracking. Pour ça, il y a le server-side, évidemment, puisque ça contourne un tout petit peu les ad blockers et la durée de vie des cookies qui est limitée si vous êtes uniquement en pixels et API de conversion. c'est ça Ça, c'est un exactement. truc qu'on n'arrête pas de dire en interne, c'est que c'est gros avantage. Ok, donc ça, c'était pour le taux de drop. Donc là, comme tu as dit, tu passes de 50%, donc une personne sur deux arrive effectivement sur le site et capté par le pixel, à 30%, là, c'est plutôt une personne sur trois. Et donc on va passer à la métrique suivante qui est le CTR. Donc c'est le rapport entre les personnes qui voient la publicité et qui cliquent ensuite sur la publicité. Donc comme expliqué précédemment, un bon taux de CTR que nous on estime, en tout cas les benchmarks, c'est un CTR du minimum 1%. Donc ici on voit qu'on est totalement hors benchmark. Et donc ici on va faire l'exercice d'atteinte de ce benchmark à 1% et de voir l'impact que ça peut avoir sur mon ROS et mon CPA. Donc ici on passe à 1%. Et on voit direct que mon CPA chute. Il était à plus de 300 euros, il passe à 162 euros. Mon ROS passe à 0,25. Il double. Et donc on voit, c'est ça. Et donc on voit l'impact direct que ça peut avoir en augmentant le taux de clic
de nos publicités du coup. Ouais, là, je dirais, il y a quand même pas mal de petits pièges à éviter. C'est que évidemment, ça paraît mathématiquement, ça paraît super simple. Tu doubles ton taux de clic. A priori, tu doubles ton ROS. Pas toujours parce que si tu veux Ouais, vraiment doubler ton taux de clic, tu peux faire des campagnes de trafic ou tu peux faire des publicités un peu plus putaclic et du coup, tu attires plein de clics et pas forcément du bon trafic. Donc ça, il faut être prudent là-dessus. Comme on disait c'est David tout ça. à l'heure, c'est vraiment un truc macro. C'est pas un truc juste sur une publicité ou juste sur une campagne. C'est en gros comment est-ce que vous pouvez, mois après mois, augmenter votre taux de clic sur vos publicités parce que c'est possible. En fait, on sait tous que tout part du clic sur la pub et que ça doit être un clic un minimum qualifié puisqu'on va chercher des gens en fonction de leurs besoins, du type, enfin de leur profil et on veut attirer les bonnes personnes. Et donc pour ça, on doit avoir les bons messages et les bonnes publicités. C'est ça. Moi, je conseille toujours de regarder d'abord le CPA et le ROS, qui sont les métriques principales de conversion, et ensuite de regarder les autres métriques que moi j'appelle plus des métriques de storytelling et qui vont nous expliquer en fait pourquoi le compte fonctionne ou pourquoi il ne marche pas. Ouais, Et donc, si on voit que dans le temps, le compte ne marche pas et qu'on a un ROS en dessous du benchmark, ouais. ben, ça nous donne potentiellement une indication que c'est le CTR pardon, en dessous du benchmark. Ben, ça nous donne potentiellement une indication que c'est le CTR le problème et que c'est sur ce point-là qu'il faut travailler du coup. Ouais, de toute façon, après, si tu vois toutes tes métriques, tu vois que ton taux de conversion sur les derniers mois ou sur le dernier mois, il est au-dessus de ton benchmark habituel ou il est, c'est ton bon taux, c'est un taux de conversion qui est standard par rapport à ce que tu as en payant, parce que le taux de conversion en payant, il est toujours plus bas qu'en organique. Donc ça, il faut toujours faire Ouais, attention. Si tu vois qu'il est stable au fur et à mesure des mois, que ton taux de drop, il est stable aussi, et qu'il est justement dans un bon benchmark, et que ton panier moyen, bah, il a toujours été comme ça, c'est que forcément, tu as un truc à faire au niveau de la publicité et de ce fameux CTR. Et je dirais aussi, si tu fais de la vidéo, ben, on sait très bien que la vidéo, tout part des 3 premières secondes, parce que tu arrives à capter l'attention des gens dans les premières secondes de la vidéo, afin qu'ils regardent la vidéo et qu'ils finissent par cliquer. Et du coup, tu as aussi le hold rate qui va intervenir, puisque pour convaincre quelqu'un de cliquer, il ne faut pas juste qu'elle regarde 3 secondes la vidéo, il faut aussi qu'elle regarde la vidéo jusqu'au bout, ou en tout cas le plus longtemps possible. c'est ça. Mais là, les deux métriques que tu viens de citer, c'est les deux métriques qui peuvent aussi influer le CTR, ben, principalement du coup pour la vidéo. Et si on voit qu'on a un CTR faible, par exemple, sur les vidéos, ben, ça va être intéressant de regarder, comme tu l'as dit, le hook rate et le hold rate pour essayer de les optimiser et de voir si eux aussi sont dans les benchmarks. Donc, par exemple, à titre indicatif, pour le hook rate, un hook rate de 20% au-dessus, ça commence à être de bons hook rates. Donc, en dessous, Ouais, ça montre qu'il va falloir peut-être travailler l'accroche, en tout cas les 3 premières secondes de notre vidéo. Et pour le hold rate, un bon hold rate, bah, c'est au-dessus de 5 à 10%, on estime. Donc, encore une fois, ouais, si on voit qu'on est en dessous, bah, ça montre que notre vidéo ne parvient pas à garder l'attention de notre cible, du coup. ouais, Et donc, totalement. ça peut impacter le clic derrière. Ouais, le crate, c'est le plus puissant. Il faut au moins, enfin, c'était au moins à 25-30%. Ça veut dire qu'une personne sur trois regarde le début de la vidéo. C'est assez énorme. Mais c'est vrai que c'est toujours à prendre en comparaison à ce qu'on voit sur le C'est compte ça. habituellement. Peut-être qu'en effet, si on est dans une industrie un peu plus, qui attire un peu moins l'attention, on aura peut-être des hook rates moins élevés que si on était dans un truc alimentation où les gens se renseignent tout le temps et ils aiment bien regarder des vidéos là-dessus. Ça dépend vraiment, je pense. Oui, c'est ça. Un mauvais hook rate, enfin un hook rate bas, un hold rate bas ou un CTR bas, comme on l'a déjà expliqué, n'est pas toujours synonyme de mauvais résultats derrière. Parce Oui, qu'un CTR, par exemple, à 0,50 peut simplement signifier que Facebook bah, cible exactement les personnes qu'on veut et ne cible pas d'autres personnes. Et donc, ces personnes, certes, on cible peu de personnes, mais ces personnes convertissent directement derrière. Donc, il faut ouais. toujours mettre en relation ces métriques de storytelling avec les métriques de conversion. Oui, c'est ça. Moi, je peux rajouter moi, je vois plein de comptes où on a des CTR inférieurs à 1% et pourtant, ça marche bien. Et bien sûr, on se dit, C'est bon, ça. qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer plus de gens avec les pubs? Donc, on va se rapprocher le plus possible des 1%. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'y êtes pas, vous avez raté votre vie. Au contraire. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, c'est pour la métrique du CTR. Donc maintenant, ici, deux métriques qui sont quand même beaucoup plus compliquées à modifier. Bah, c'est premièrement le taux de conversion. Donc ici, comme expliqué en termes de benchmark, bah, un beau taux de conversion, on estime que c'est au-dessus des 2 voire 3%. Évidemment, tout dépend du secteur et du panier moyen, parce que plus le panier moyen est élevé, bah, généralement, plus le taux de conversion est bas. Mais si on va faire l'exercice aussi de le passer à 2% pour rentrer dans le benchmark, par exemple, et de voir directement l'impact que ça peut avoir sur notre ROS et notre CPA. Et Yes. donc, on voit ici qu'on passe à un CPA de 63, Ouais. un ROS de 0,64.
Donc on voit directement l'impact que ça peut avoir de travailler ici son site internet du coup. Ouais, encore une fois, vous passerez pas de 0,73 à 2 en 2 jours au lendemain en faisant quelques optis, mais Non. vous comprenez l'idée, quoi, c'est de l'augmenter, petit à petit. Yes. Et autre conseil, bah, si vous voyez que le taux de conversion est très bas sur votre site, bah, ça peut être intéressant de parcourir le funnel et de voir où le drop peut arriver. Donc par exemple, de faire, bah, ici j'ai mis un peu d'autres benchmarks ici. Et donc ici, la métrique suivante, bah, c'est le ratio des personnes qui ajoutent au panier et qui passent ensuite à l'achat. Et du coup, on estime que si moins d'une personne sur 5 passe d'une étape à l'autre, pardon, c'est qu'il y a potentiellement un problème de conversion à ce niveau. Et donc, on voit que si on a un problème de conversion global, bah, l'idée, c'est de décortiquer les différentes étapes de conversion pour voir où le drop peut avoir, de régler ce drop et donc de potentiellement régler le problème de taux de conversion derrière. Ouais, c'est par étapes. Après, il y a toujours le sujet de Yes. où est-ce que je renvoie les gens? Est-ce que je les renvoie sur la page d'accueil? Est-ce que je les renvoie sur la page collection? Est-ce que je les renvoie sur la page produit? Afin de voir justement, bah, comment améliorer dès le départ ce fameux taux d'ajout au panier quand quelqu'un arrive sur une page. Parce qu'en fait, ce qu'on veut dans l'e-commerce, c'est que la personne arrive, quelle que soit la page, et qu'après elle finisse par ajouter un produit au panier. Et puis après, c'est en effet ces pages entre la page panier ou le petit pop-up panier qui t'amène ensuite vers la page de paiement et après la fameuse page de paiement où tu finis par pas mettre ces informations de paiement. Alors tout ça, c'est vrai que moi, je l'ai déjà abordé sur le podcast. Donc si vous voulez vous renseigner là-dessus, j'ai déjà fait un épisode sur optimiser sa page de paiement, un autre épisode sur les landing pages. Et ça, donc ça, c'est peut-être aussi intéressant pour ceux qui vont vendre, qui vont pas avoir un énorme catalogue produit et qui vont avoir des produits qui nécessitent un certain niveau d'éducation. Donc, admettons que vous vendez des vélos électriques. Bah, très clairement, renvoyer sur une page produit à un client qui ne vous connaît pas très bien et lui demander d'ajouter au panier pardon, un produit qui coûte 2 000 euros, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Alors que si vous avez une landing page qui décrit le vélo, à qui il s'adresse, quel est le gros pain point qu'il va résoudre, quels sont les différents bénéfices en corrélation avec ce pain point, quelles sont les objections à l'achat et comment est-ce qu'on peut les casser, comment est-ce qu'on peut rassurer les gens, peut-être en leur donnant des aides à l'achat. Bah là, évidemment, on a plus de chances de convaincre la personne d'ajouter le produit au panier que si on leur envoie juste sur une page produit. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Et inversement, si on a des produits qui nécessitent moins d'éducation, bah, complexifier le parcours d'achat, ça peut être un frein énorme. Donc instinctivement, par exemple, si on vend des compléments alimentaires, Ouais. bah, l'idée, ce ne sera pas de renvoyer sur la home page, mais de renvoyer directement sur la page produit ou sur une landing page vraiment très spécifique. Ouais, totalement. Donc ça, c'est le dernier levier, c'est le panier moyen. Donc comme expliqué, généralement le benchmark, en tout cas en publicité, on estime qu'un panier moyen minimum à avoir bah, pour faire de la publicité, pour pouvoir encaisser ses coûts fixes, coûts variables, ses objectifs de marge et pouvoir dégager un budget suffisant pour acquérir un premier client. On estime que le panier moyen minimum nécessaire, après en fonction des spécificités de chaque commerce évidemment, mais que le panier minimum moyen à avoir, c'est de 50 euros. Évidemment, s'il est de 100 euros, c'est toujours mieux parce qu'on peut dégager plus de budget pour acquérir un client et plus on augmente, au mieux c'est. Et donc ici, on voit qu'on a un panier moyen inférieur au benchmark de 50 euros. Et donc l'idée, ça va être de voir l'impact que l'augmentation du panier moyen peut avoir sur le CPA et le ROS. Donc ici, par exemple, on va le mettre un peu au-dessus de 50 euros, panier moyen de 80 euros, et on va voir directement l'impact ici. On passe à un ROS de 1,28, CPA de 63 euros. Et donc, si je passe à 100 euros, par exemple, ici, on voit que je passe à un REOS de 1,60 et le CPA ici ne bouge pas. C'est vraiment le RES ici qui est impacté. Et donc, on voit directement que l'impact que le panier moyen peut avoir. Et donc, différents conseils pour augmenter son panier moyen. Bah, sur cette partie par rapport au panier moyen, ce qui se fait beaucoup en e-commerce, c'est qu'une fois que tu as ajouté un produit au panier, tu vas voir en dessous des suggestions de produits qui pourraient bien aller avec ta commande. Donc, si par exemple, tu achètes des chaussures, si tu veux augmenter ton panier moyen ne fût-ce que de 10%, ce que tu pourrais faire, c'est de mettre des produits, par exemple, pour mieux cirer tes chaussures, ou plus facilement les laver, ou pour mieux les conserver, des choses comme ça. Tu pourrais proposer un petit sac en plus pour les transporter quand tu voyages. Donc, des choses comme ça, en fait, des petits accessoires en plus qui apportent de la valeur. Bah, en fait, il y a un autre truc simple pour augmenter ton panier moyen, mais évidemment, ça, les commerçants, ils le savent déjà, c'est le seuil de livraison. Donc, si par exemple, ton panier moyen, il est à 55, tu veux qu'il passe à peut-être 60. Si tu passes en seuil de livraison à 65, il y a des grandes chances que ton panier moyen, il augmente en moyenne 60 et plus 55. Parce qu'en fait, enfin, de ce que j'ai lu et entendu, ton panier moyen, il va être plus ou moins 5% en dessous de ton seuil de livraison. Donc, si ton seuil de livraison, c'est 65, tu retires 5%, bah, ça fait plus ou moins 61, quelque chose. Donc,
Ça, c'est un tip qu'on peut donner aussi, c'est faites attention à bien définir votre seuil de livraison. Évidemment, tout va dépendre de vos coûts de livraison et de ce que vous êtes prêt à offrir aux clients. Donc si vous, je sais pas, si, les produits coûtent assez cher et que vous mettez un seuil de livraison qui est bas, bah, vous vous retrouvez quand même à payer la livraison pour le client, donc c'est peut-être un problème, donc il faut quand même faire attention à ça. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est définissez le bon seuil de livraison, quelque chose qui est gagnant-gagnant, enfin gagnant-gagnant en quelque sorte, qui fait que vous ne devez pas trop avancer non plus les frais de livraison pour le client, juste pour le forcer enfin pas le forcer, l'inciter à investir un peu plus sur votre site. Mais donc pour tout ce qui est panier moyen, donc nous on a un client qui est dans les compléments alimentaires et l'une des stratégies mises en place en fait pour venir gonfler son panier moyen et avoir de hauts paniers moyens sur le compte qui sont à plus de 100 euros, en fait c'est de diffuser massivement des packs et des bundles de produits en ads et de les renvoyer sur une page dédiée en fait à ces packs et à ces bundles. Donc l'idée en fait est de brander ces packs en fonction des besoins spécifiques que notre site peut rencontrer. Donc, par exemple, en hiver, nous avons un pack qui porte un certain nom, les incontournables, qui sont en fait 3 incontournables pour rester en bonne santé durant tout l'hiver. Donc, le tout n'est pas de regrouper des produits juste pour les regrouper, mais de regrouper ceux qui peuvent résoudre un problème commun et d'augmenter du coup la valeur perçue et donc le panier moyen derrière. Et autre technique, si je puis dire, en fait, nous mettons fortement en avant tout ce qui est cure, donc cure de complément de 3 mois, cure de complément de 6 mois et qui gonfle du coup inexorablement le panier moyen derrière et participe en plus à la fidélisation. Et une approche que peu de concurrents utilisent dans ce secteur notamment. Ouais, ouais, c'est sûr, les packs, c'est enfin, dans ce secteur-là, le mieux, c'est déjà de faire des packs de deux trois produits qui vont bien ensemble et après ça peut être une cure sur un mois pour, le pack pour démarrer ou alors en effet, c'est, tu veux acheter un certain complément. Tu sais que l'effet sur un mois, bon, oui, il est pas tu en as un peu, mais sur 3 mois, il est bien plus fort et puis après, c'est quand même contraignant de devoir acheter tous les mois, le produit en question et de se taper les frais de livraison. Évidemment, quand tu le prends sur 3 mois, tu as une petite réduction en prenant le pack et potentiellement tu as la livraison offerte. Le point, c'est de dire que quand tu fais des packs et que plutôt que de mettre en avant juste le produit tout seul et que tu mets en avant le pack, tu as plus de chances d'avoir un panier moyen élevé. Donc, il faut bien renvoyer vers la page du pack. Et pareil, si vous mettez en avant un produit en publicité et que vous renvoyez vers le pack, ça peut aussi mieux marcher. Donc, il faut tester les deux, soit mettre en avant le pack directement, soit le produit et puis renvoyer vers le pack. Donc ça, c'est à voir, c'est à vous de voir. Mais en gros, c'est vrai que dans ce secteur-là, la clé, c'est d'augmenter ses paniers moyens, soit en proposant des packs, ou alors ce que d'autres font, c'est qu'ils vont dire, bah, tiens, si tu achètes 3 compléments, tu as moins 10% sur la commande, par exemple. Si tu en achètes 2, tu as moins 5%. Et aussi la marque qui est assez connue, Edgy One, qui eux ont encore une autre méthode, c'est de proposer directement l'abonnement. Oui, Donc ça leur permet de maximiser la lifetime value derrière et de potentiellement se permettre de payer plus cher un client au premier achat, mais qui va être amorti derrière sur la lifetime value. Mais bon, là, on s'écarte de notre sujet, ouais, ouais, on mais on s'écarte voit un peu. qu'il y a d'autres moyens, Enfin, qu'il y a d'autres moyens pour avoir un bon panier moyen. c'est vrai que là, on a vraiment donné l'exemple pour un business, on va dire, pas one shot, mais en tout cas, qui a pas non plus la grosse, grosse récurrence, à part évidemment l'exemple des compléments qu'on a donné. Mais c'est vrai que si vous vendez un produit où il y a une récurrence, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a dit là qui ne s'appliquent pas forcément chez vous, notamment le panier moyen. Le panier moyen, c'est vrai que vous pouvez avoir un panier moyen plus bas, peut-être à 25 euros, 30 euros, avoir votre CPA à 30 euros quand même, voire même un peu plus élevé, mais vous savez que dans les mois qui vont suivre, vous allez avoir recurring, donc du revenu supplémentaire. C'est juste que vous devez avancer beaucoup d'argent en amont. OK, il y a peut-être une dernière question que je voulais te poser pour terminer, c'est que dans la formule qu'on a oublié peut-être qu'on a peut-être pas mentionné au départ, c'est le CPM. C'est vrai que ça, CPM, c'est un peu, pour les agences, médias orientées sur l'acquisition, la conversion, normalement, on se soucie pas trop du CPM. On se dit: «Voilà, le CPM, c'est comme ça, c'est un indicateur, il est là». On doit composer avec en quelque sorte et évidemment, quand c'est très cher, bah, peut-être investir plus sur nos propres audiences. Typiquement, en fin d'année, ben, on essaye de faire ça, même si ça évolue quand même pas mal. Et je trouve que l'année dernière, on a pas mal investi en acquisition et pas tant que ça en retargeting finalement par rapport à d'autres années. Mais tout ça pour dire que les CPM, ça a aussi un impact sur votre performance. Et parfois, ce qui peut arriver, on a déjà vu sur plusieurs clients et pas un seul, c'est que vous allez voir votre performance diminuer et vous allez voir que tout reste le même. Le taux de conversion, le taux de drop, le panier moyen et même le CTR. Et en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, le CPM, il a augmenté. Et ça, c'est vrai que c'est pas très évident de comprendre pourquoi il a augmenté. Et très souvent, bah, ça va être lié à la saisonnalité ou, selon moi, des publicités qui intéressent de moins en moins l'audience et qui font que Meta vous facture plus cher au CPM. Et ça, vous pouvez le voir facilement en regardant le CPM d'une pub à l'autre et voir
à quel point il y a des variations importantes. C'est ça exactement. Donc les benchmarks pour la France, généralement le CPM un bon CPM est compris entre, allez on va dire 5 et 10 euros grand maximum. Donc ici on peut faire l'exercice, hein. Si on augmente le CPM à 15 euros par exemple, on va voir l'impact que ça peut avoir sur le CPA et sur le ROS Ouais, le CPA qui augmente, le ROS qui chute ici. ouais, Mais comme tu l'as expliqué, on a pour un compte qui est bien structuré, donc je parle avec une bonne taille d'audience, les bonnes exclusions entre chaque audience, etc. C'est sûr qu'il y a très peu de moyens, très peu de leviers pour améliorer le CPM. C'est surtout fortement impacté par la saisonnalité, comme tu l'as expliqué, et aussi par la diversité créative. Donc, comme tu ouais. l'as expliqué aussi, si on a une vidéo, généralement les vidéos ont des CPM moins élevés, notamment les reels, que des statiques. Et donc, pour avoir des bons CPM, il faut une grande diversité créative de formats et même aussi de concepts, d'axes, etc. sur le compte. C'est sûr que si un compte n'a que des images, son CPM risque de fortement augmenter au fil du temps. Mmh. Donc, il faut penser à une bonne taille d'audience, une bonne diversité créative et faire attention aux effets saisonniers. Et c'est justement en travaillant les quatre autres métriques, qu'on va pouvoir encaisser les variations saisonnières plus facilement. Par exemple, je pense aux périodes promotionnelles, Black Friday, etc., où on peut avoir une grosse augmentation du CPM. Bah, typiquement, le Black Friday, dans tous les cas, ton CPM, il augmente quoi que tu fasses. Mais le truc, Ouais. c'est que ton taux de conversion, il peut doubler. Donc, si ton C'est vrai aussi. CPM, il augmente de 50% et que ton tôt de conversion, il double, bah, tu es quand même gagnant à la fin. On C'est peut pas un faire problème. le test, mais voilà, tu me passes de ton CPM de 15 à 20 et tu passes ton CVR de 2 à 4, bah, évidemment, tu es quand même gagnant à la fin, quoi. OK, bah, écoute, c'est parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose que tu veux rajouter pour conclure? Ouais, comme on l'a expliqué, donc prendre en compte ces métriques sur une temporalité de minimum un mois pour avoir le plus de data possible et que ce soit le plus représentatif possible. Et c'est à chaque fois de mettre en corrélation les métriques de conversion, donc qui sont le CPA, le chiffre d'affaires, le ROS, avec les métriques de storytelling, qui sont le CPM, le CTR, le hook rate, le hold rate, qui eux vont nous raconter l'histoire de pourquoi notre compte est en bonne santé ou pourquoi il n'est pas en bonne santé. Ouais, tout à fait. Donc, Faites voilà. attention à pas être obsédé par, un CTR, un hold rate, un hook rate. Voyez-le comme quelque Yes, chose qui va améliorer les choses au niveau macro et que ça se fait pas à pas et qu'il faut pas juste le faire pour une publicité et chercher à tout prix à avoir le meilleur hook rate et CTR possible. C'est vrai que ça, c'est une erreur qui se fait beaucoup. Parfait pour moi. Bah, écoute, merci à tous pour l'écoute. Merci à toi, David, pour la présentation. Évidemment, j'ai failli merci à oublier toi. l'Excel, on peut vous le donner. On peut vous partager les accès à cet Excel-là et donc on le mettra dans les notes de l'épisode ou en dessous, enfin dans les commentaires de la chaîne, pas les commentaires, la description de la vidéo YouTube. Merci à toi, Danilo. Salut à tous, au revoir.